Nous sommes en 1980. Nous nous trouvons à 230 km de Londres, sur la côte nord-est de la Grande-Bretagne. Dans ce secteur, les bases de Woodbridge et de Bentwaters, deux installations de l'OTAN, sont exploitées par l'armée de l'air des États-Unis. À L2, ces installations abritent la force aérienne d'intervention tactique la plus puissante au monde. Entre les deux bases, une zone densément boisée s'étend sur une longueur de 6,5 km. C'est la forêt de Rendlesham, où des ovnis ont été observés dans des conditions très bien documentées. Le 27 décembre, le responsable de la sécurité de la base de Woodbridge, le sergent Jim Penniston, doit effectuer un contrôle. Les sentinelles de la porte Est ont remarqué des signaux lumineux insolites en provenance de la forêt. J'ai d'abord pensé à un écrasement d'avion. On voyait en alternance des lumières jaunes, rouges ou blanches, comment produisent certaines réactions chimiques. Penniston communique par radio avec le surveillant de vol et obtient l'autorisation de faire enquête. Accompagné des sentinelles, il s'engage dans l'obscurité et se retrouve tout à coup en plein mystère. L'air ambiant était comme chargé d'électricité. Sur le moment, j'étais partagé entre la stupéfaction et l'incrédulité. Ce que je voyais était, je le jure, absolument incompréhensible. Le vaisseau lui-même mesurait environ 3 mètres sur 3. Sa forme était triangulaire, sans habitacle ni hublot. Il était recouvert d'un matériau brillant comme du verre. En ma qualité d'enquêteur, j'ai été fasciné par les symboles et les immatriculations visibles sur les côtés de cet engin. Penniston s'est approché du vaisseau. Il l'a trouvé tiède au toucher. Soudain, l'engin s'est mis en mouvement. Sous ses yeux, il a décollé en silence pour disparaître dans la nuit. Ce croquis du vaisseau a été dessiné par Penniston quand il a rendu compte de sa mission au commandant par intérim de la base, le lieutenant-colonel Charles Halt. Au cours de la nuit suivante, les étranges lumières étaient de retour et Halt en a été informé. Incrédule, le commandant de la base et moi, nous nous sommes regardés, j'ai dit « Très bien ». Et nous avons décidé tous les deux de vider la question. Décidé à en avoir le cœur net, Halt s'équipe d'un compteur Geiger, d'une lunette astronomique pour l'observation de nuit et d'un magnétophone portatif. Il se rend à la porte Est avec les hommes de l'équipe d'intervention d'urgence et de là, il accède à l'endroit où Penniston a vu un ovni. Quand ils sont sur place, l'éclairage dispensé par les lampes torches vacille et elles s'éteignent pour une raison inconnue. Halt, soucieux d'assurer la sécurité de ses hommes, renvoie une partie de son équipe à la porte Est. Avec les hommes qui restent, il s'engage dans la forêt. Il dira que le niveau des radiations lui a semblé anormalement élevé. Ensuite, à quelque distance de là, Halt détecte la présence d'un objet brillant. Voici une partie du rapport qu'il enregistre sur place au moment de sa rencontre avec un ovni. Nous étions figés sur place, sans savoir ce que nous devions en penser. Mais en regardant vers le nord, d'autres objets sont apparus dans le ciel. C'était un spectacle stupéfiant. Soudain, l'objet s'est approché. Il est venu directement vers nous à grande vitesse, une vitesse que je ne peux pas évaluer. Il était vraiment très rapide. Il s'est arrêté. Un faisceau de lumière concentré a été projeté à nos pieds et l'engin a disparu aussi vite que ce faisceau lumineux. Je me pose encore des questions aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'était. C'était quelque chose d'étrange, quelque chose qui était contrôlé par une force intelligente. C'est à peu près tout ce que je peux en dire. 2 semaines plus tard, le colonel Halt rédige un rapport d'une page qu'il envoie à la Défense nationale de Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique ne manifeste aucun intérêt. Mais les rumeurs persistent. 3 ans plus tard, sous la pression des chercheurs intéressés aux ovnis, le commandant de la base publie ce rapport conformément à la loi sur la liberté de l'information. Dès le lendemain de sa publication, je devais faire face aux 2 chaînes de télévision de la BBC, à la chaîne ITV, aux télévisions allemandes et japonaises, et à tous les postes de radio locaux. Les journalistes faisaient le guet à la porte de ma maison, de mon bureau. C'était incroyable. L'incident de Rendlesham devait également éveiller l'intérêt des chasseurs d'ovnis et des sceptiques. Pour une fois, les témoins sont des membres qualifiés du personnel de l'armée de l'air des États-Unis. L'astronome James McGehee est un ancien pilote de l'armée de l'air des États-Unis.
Il a étudié les phénomènes décrits par Penniston et Holt et son scepticisme n'a pas été ébranlé. Selon lui, Holt aurait pris pour un vaisseau spatial les signaux lumineux émis par un phare installé sur la côte à 8 km. Il est clair que l'objet cité dans l'enregistrement et qui clignotait dans sa direction était le phare. Je pense qu'il avait braqué sa lunette astronomique sur le phare. Souvenez-vous du faisceau lumineux dont il parle ensuite. Comme il utilise un instrument qui multiplie par 100 000 l'intensité lumineuse du sujet observé, le centre de l'image sera comme brûlé et deviendra noir, ce qui explique les rayons lumineux. L'étude simultanée de cet enregistrement et des jeux de lumière du phare semble justifier ce point de vue. Je n'ai pas d'explication, je ne sais vraiment pas. Je n'y ai même jamais pensé. Ce que je sais, c'est que tant que nous étions là, nous pouvions voir le phare. Le phare qui était situé de 30 à 40 degrés à la droite du site où ce phénomène s'est produit. Le personnel de la station radar du secteur a-t-il confirmé cette observation? D'après Holt, ce n'est pas impossible. Ils n'ont jamais confirmé qu'ils avaient trouvé quelque chose. J'ai découvert plus tard qu'ils en ont trouvé sur leurs enregistrements. S'il possède un enregistrement radar, j'aimerais le consulter car je n'en ai retrouvé aucun. Pour les sceptiques, l'OVNI de Rendlesham n'était sans doute qu'un météore, une étoile filante ou un satellite russe de retour dans l'atmosphère. Pour moi, nous sommes en présence d'un certain nombre de personnes qui ont vu quelques lumières et qui se sont un peu énervées. Elles ont pensé aux ovnis et tout à coup, elles voyaient des ovnis partout. La première nuit, il s'agissait de la combinaison du retour d'un satellite, d'un météore incandescent et des lumières d'une voiture de police en patrouille dans le secteur. La deuxième nuit, c'est le phare, des antennes micro-ondes et les étoiles dans le ciel qui étaient en cause. Nous avions affaire à un atterrissage parfaitement maîtrisé. Je n'ai vu aucun cratère. Nous étions en présence d'un vaisseau capable de décoller en silence, ce qui, à mes yeux, témoigne d'une technologie avancée. Il a manœuvré à la hauteur de la cime des arbres avant de s'élancer plus haut. Il a marqué un temps d'arrêt avant de décoller avec une rapidité foudroyante pour retourner dans l'atmosphère. Il est tout à fait ridicule de prétendre que c'était un satellite russe ou un météore. C'est impossible. En 1991, après avoir admis que des questions sérieuses étaient restées sans réponse, le gouvernement britannique accepte finalement de s'intéresser aux événements survenus à Rendlesham. Son principal enquêteur en matière d'OVNI, Nick Pope, entreprend des recherches. J'ai toujours eu le sentiment que le cas de la forêt de Rendlesham est exemplaire à plus d'un point de vue. Ce phénomène s'est déroulé en présence de nombreux témoins et des observateurs militaires qualifiés. Le service de la Défense nationale qui s'occupe de la protection contre les radiations est incapable d'expliquer le niveau élevé des radiations mesurées par le colonel Hart. Il est certain qu'une chose étrange est survenue à cet endroit. Pope demande à poursuivre ses recherches. Le gouvernement britannique refuse. L'affaire est classée et cette décision tient peut-être à ceci. Le sergent Penniston est arrivé sur le site vers 1h du matin. Son enquête a duré 1 heure et pourtant il n'est pas sorti de la forêt de Rendlesham avant l'aube. Pour les sceptiques, Penniston n'aurait jamais attendu plusieurs heures pour faire son rapport s'il avait réellement fait une découverte historique de cette importance. Bien, il a fallu consacrer plusieurs heures pour faire une enquête qui, d'après nos premières évaluations, aurait nécessité seulement 1 heure de travail. Je pense qu'il faut tenir compte de l'adrénaline. Nous étions survoltés à ce moment-là. Quel est l'objet que Penniston déclare avoir vu et même touché cette nuit-là? Il est toujours aussi perplexe aujourd'hui. Quelque chose qui peut voler d'une manière ordonnée. Quelque chose de lourd, quelque chose qui ne fait aucun bruit et qui décolle à une vitesse incroyable pour retourner dans l'atmosphère. Dites-moi de quoi il s'agit. Moi, j'en suis incapable. Si des formes inconnues se profilent au milieu des étoiles, elles étonnent et inquiètent parfois ceux qui les observent au point d'inciter les pouvoirs publics à partir en guerre contre ces phénomènes qui défient toute explication. C'est en Belgique, au centre de l'Europe, que l'une des plus remarquables apparitions d'OVNI est entrée dans l'histoire. Au cours de la soirée du 15 novembre 1989, l'officier de police Francis Michalczyk vient d'effectuer sa ronde d'inspection habituelle des rues de Hans, près de la frontière allemande.
La description de ce qu'il voit au moment où il lève les yeux sera le premier de la série de témoignages qui va devenir la vague belge. Nous avons observé une masse importante qui était dans le ciel. Une masse triangulaire dotée de 3 lumières orientées vers le bas, qui se trouvait à environ 200 mètres de notre voiture de police. Cet objet ne faisait pas de bruit et il était immobile. Il ne ressemblait en rien à quelque chose que nous avions déjà pu voir dans le passé. 2 semaines plus tard, Dieter Plumans, un officier de la gendarmerie belge, entend sur la radio de son autopatrouille des collègues parler du ciel et d'un objet étrange visible dans la nuit. Quand nous avons entendu nos collègues européens parler au poste central, nous avons pensé, ils sont fous. Autorisé à faire son enquête, Plumans se dirige vers la sortie de la ville où il découvre un spectacle stupéfiant. Nous nous sommes arrêtés juste en face de la maison de repos. Un immense objet se trouvait au-dessus de nos têtes. Il comportait 3 points lumineux à ses extrémités et au centre, un feu rouge clignotant. À un moment donné, j'ai vu un objet plus petit se détacher de cette grande masse, un objet qui clignotait lui aussi et qui a piqué tout droit avant de se retourner pour survoler l'arrière de la maison de repos. Le plus grand objet est ensuite devenu une seule lumière, qui a pris la direction de l'Allemagne et que nous avons suivi. De très nombreuses observations du même genre sont rapportées à la radio et à la télévision belge. L'organisme belge chargé d'enquêter sur les ovnis, la SOBEPS, reçoit des centaines d'appels. Dans les mois qui suivent, les chercheurs de la SOBEPS documentent plus de 800 observations rapprochées qui justifieront la publication ultérieure de 2 volumineux rapports. Certaines caractéristiques spécifiques de ce phénomène ont été signalées par un très grand nombre de personnes. Des centaines de rapports font état d'un objet qui se trouvait à moins de 100 mètres des témoins. Le 30 mars 1990, la vague belge prend un tour dramatique. Vers minuit, plusieurs gendarmes entrent en communication avec une station radar de l'OTAN pour signaler la présence d'OVNI. Moins d'1 heure plus tard, cette station et une autre station voisine sont sur les traces d'un OVNI. Sur l'ordre du chef d'état-major de l'armée de l'air belge, le lieutenant-colonel Wilfred de Brouwer, 2 chasseurs F-16 armés de missiles décollent dans la nuit. Une folle poursuite menée à une vitesse supersonique s'engage bientôt. À 9 reprises, les radars des chasseurs captent l'image de leur cible qui, chaque fois, change radicalement de trajectoire. Au bout d'1 heure, les 2 F-16 perdent le contact et regagnent leur base. Cet incident ne sera pas connu du grand public avant que le colonel de Brouwer ne décide, quelques semaines plus tard, de lever le secret. Il raconte ce qui s'est passé au cours de l'entrevue qu'il accorde à un journaliste de Paris Match, un magazine très populaire en Europe. L'histoire fera sensation. Quelques jours plus tard, de Brouwer tient une conférence de presse pour renseigner les médias du monde entier sur ce qu'il sait de cette affaire et ce qu'il ne sait pas. Voici l'image que les pilotes des F-16 ont captée sur leur écran radar. Au centre de l'image, l'OVNI ressemble à un diamant. Ce que les pilotes ont détecté dépassait largement tout ce qu'on peut attendre normalement d'un avion. Autrement dit, leur contact radar avec leur cible montre des paramètres étant compris entre 150 et 990 nœuds. Une accélération qui était une question de secondes. Aucun être humain ne pourrait supporter des vitesses aussi élevées. Le colonel de Brouwer n'a jamais dit que ce mystérieux vaisseau était d'origine extraterrestre.
Il a seulement indiqué qu'il ne s'expliquait ni sa puissance d'accélération, ni sa vitesse. Dans les mois suivants, les observations deviennent sporadiques et cessent complètement. Le ciel de la Belgique est-il devenu une halte routière pour les ovnis? Sinon, qu'ont observé ces milliers de personnes? Pour prouver la réalité des ovnis, les indices matériels sont essentiels. Or, la vague belge, même si elle a donné lieu à des milliers de témoignages intéressants, n'a produit qu'un seul indice concret. Cette photo, prise à Petit Rechin par un observateur civil. Cette photo a été étudiée par Richard Haynes, un scientifique de la NASA, spécialiste de la vision, des instruments d'optique, de la perception humaine. Mon analyse de la photo de Petit Rechin m'incite fortement à penser que l'objet qui a été photographié n'obéit pas aux lois physiques que nous connaissons. En deuxième lieu, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'un document truqué. Et enfin, des indications sur un phénomène de propulsion et de décollage sont apparentes sur cette photo. Des scientifiques belges et des sceptiques s'efforcent d'apaiser ce qu'ils appellent l'hystérie collective de la vague belge. Le docteur Pierre Maguin, professeur de l'Institut d'astrophysique de la prestigieuse Université de Liège, décide de soumettre la photo de Petit Rechin à une expertise de son cru. Nous avons essayé de refaire cette photo et nous avons obtenu cette image qui est très proche de l'image originale. Afin d'en savoir davantage, nous avons comparé les rapports des témoins avec cette photo pour voir s'il existe une concordance. Et nous avons découvert de si nombreuses discordances qu'il est difficile de croire à l'authenticité de cette photo. Je ne conçois pas qu'il soit possible de refaire une photo identique en allant jusqu'à reproduire le grain de la pellicule. Il faudrait posséder le talent d'un Steven Spielberg et disposer d'un laboratoire. Je ne conçois pas qu'il soit possible de refaire une photo identique en allant jusqu'à reproduire le grain de la pellicule. Il faudrait posséder le talent d'un Steven Spielberg et disposer d'un laboratoire. L'analyse des contacts radars a contribué à donner plus de poids à l'argumentation de certains observateurs confortés dans leur scepticisme. Les spécialistes de l'armée belge qui ont étudié les enregistrements radars ont découvert que l'objet cible s'était parfois retrouvé au-dessous du niveau du sol, ce qui est physiquement impossible. Ils en ont conclu que les radars avaient été brouillés par des interférences électromagnétiques ou par des conditions atmosphériques inhabituelles. Enfin, la SOBEPS s'est ralliée à ce point de vue. Une question importante est toutefois restée sans réponse. D'après les experts, si le même objet est visible simultanément sur l'écran radar d'une station terrestre et sur l'écran radar d'un avion, cet objet est bien réel. Or, un des contacts radars montre que l'image d'un ovni a été captée simultanément sur l'écran radar d'un F-16 et sur celui d'une station terrestre. Ce phénomène n'a jamais été expliqué. Si j'ai bonne mémoire, il s'agit du contact radar numéro 9, dont les caractéristiques sont très bizarres. Des caractéristiques qui ne s'expliquent pas par les conditions atmosphériques. Pas du tout. Des milliers de témoins se demandent encore s'ils ont vu un objet venu d'un autre monde. D'autres voudraient savoir si un seul enregistrement radar doit être considéré comme la preuve que d'autres civilisations ont vu le jour sur d'autres galaxies. Ces questions démontrent le pouvoir de fascination des phénomènes inexpliqués. Pendant des années, le gouvernement américain étudie avec soin les rapports des témoins qui affirment avoir vu des ovnis. Des milliers de cas sont soumis aux agences spécialisées qui, la plupart du temps, leur trouvent une explication rationnelle. Mais certains événements résistent à toute tentative de cet ordre. Stefan Michalak, un immigrant polonais de 50 ans, géologue amateur à 16 heures, aime passer ses fins de semaine en solitaire dans le secteur de Falcon Lake, à environ 15 km à l'est de sa résidence de Winnipeg, au Manitoba. Il y fait de la prospection. Le 20 mai 1967, aux alentours de midi, il examine avec soin une formation de cristal de roche. Soudain, un vol d'oies sauvages attire son attention. Il lève les yeux et découvre un spectacle bouleversant. Il expliquera qu'il a vu deux objets en forme de cigare qui brillaient dans le ciel avec un éclat incandescent. Un peu plus tard,
Mihalak enregistrera le récit de ce qu'il a vu. The size, you know, was amazing. And here they coming down. With speed, I just can't describe. Amazing speed. D'après Mihalak, l'un des objets s'arrête et dans une accélération soudaine disparaît. L'autre atterrit à une cinquantaine de mètres. Il est stupéfait devant ce spectacle. I hear shh, and I hear a high-pitch whistle of running equipment, pumps on high speed. It's stainless steel and it was pink hot, and I can feel the breeze on my face that thing is hot outside. There was my notebook, there was my pencil, so I sketched it. D'après Mihalak, cet objet est rond. Son diamètre est d'environ 12 mètres et sa hauteur de 3 mètres. Curieux, Mihalak s'approche du vaisseau. Il examine l'extérieur de l'engin et pose avec précaution sa main gantée sur la surface rougeoyante. La chaleur extrême fait pratiquement fondre la paume de son gant de caoutchouc. C'est alors que Mihalak voit le vaisseau tourner sur lui-même et la conduite d'échappement des gaz s'orienter dans sa direction. Il est projeté au sol par une bouffée de gaz brûlant. Sa chemise et son maillot de corps prennent feu. Le vaisseau décolle sans avertissement et d'après Mihalak, il s'élève à la verticale. Hébété, Mihalak se débarrasse de ses vêtements en feu. Il souffre de graves brûlures à la poitrine et au ventre. Mihalak affirmera qu'il a erré dans le secteur pendant une période qui lui a semblé durer des heures. Il finit par ramasser son matériel et réussit à sortir de la forêt. Il prend un autobus et rentre à Winnipeg dans la soirée. Du terminus d'autobus, il se précipite à l'hôpital Misericordia tout proche. Il y sera soigné pour des brûlures au premier degré. D'après lui, ces brûlures reproduisent sur son abdomen le dessin de la grille du système d'évacuation des gaz brûlés par le vaisseau. Le lendemain, Mihalak gagne discrètement l'hôtel Saint-Régis à l'instigation du rédacteur en chef de Winnipeg Tribune, un quotidien local très respecté. Ce dernier était convaincu de l'authenticité du récit de Mihalak. À ce moment-là, comme l'aurait fait tout autre journaliste, je lui ai demandé un dessin. Je lui ai donné du papier, il s'est assis et il a fait ce dessin en ma présence. Je crois que ce dessin d'un ovni fait aujourd'hui autorité dans le monde entier. Je lui ai parlé, j'ai parlé aux médecins et à la police, et je tenais dur comme fer à éviter que le Winnipeg Free Press ne s'empare de cette histoire. La nouvelle faisait la une du Winnipeg Tribune du lundi suivant. L'aventure de Mihalak serait bientôt connue du monde entier. Cette histoire d'OVNI sera au nombre de celles qui ont été le plus étudiées. Pendant les 2 années suivantes, les brûlures de Mihalak refusent de guérir et personne ne peut dire pourquoi. Il est examiné par une dizaine de médecins canadiens et américains et il fait un séjour à la clinique Mayo. D'après les conclusions d'une enquête de l'armée de l'air du Canada, l'évolution comme les causes des brûlures subies par M. Mihalak sont inexplicables. Le profil psychologique de Mihalak dressé par la clinique Mayo le présente comme quelqu'un qui n'est pas sujet au délire, aux hallucinations ou au désordre émotif. Une enquête qui a peut-être été décisive a été commanditée par le gouvernement américain. Son responsable, le physicien Roy Craig, est aujourd'hui à la retraite dans son ranch de Californie où il élève des lamas. Son travail consistait à faire enquête sur les rapports relatifs aux ovnis et à chercher des indices matériels. Nous avons donné suite au rapport de Falcon Lake le plus vite possible. Nous n'étions pas intéressés à voir un site d'atterrissage altéré par quelqu'un qui aurait eu l'occasion de se rendre sur place pour préparer le terrain à mon intention. Si nous pouvions retrouver un site d'atterrissage intact, un site que personne d'autre n'aurait vu, nous aurions la preuve indiscutable qu'il avait vécu une expérience authentique. Quelque chose de comparable à l'apparition de l'homme sur la Terre. 2 semaines après l'événement, Craig s'envole pour Winnipeg et se joint à Mihalak pour l'accompagner jusqu'au site de l'atterrissage. Il a pris la direction de ce qu'il a présenté comme une grande opération de recherche. En fait, nous avons tourné en rond, au hasard. Nous revenions toujours à notre point de départ sans aller très loin.
Il essayait de nous faire croire qu'il voulait nous conduire vers un site. Or, nous en sommes tous arrivés à la conclusion que ce site n'existait pas. Ne disposant d'aucune preuve matérielle, Craig se désintéresse du dossier et classe l'affaire. Pour les Américains, l'enquête est terminée. Chris Rutkowski, un astronome de l'Université du Manitoba, trouve que trop de questions sont restées sans réponse et il décide de faire sa propre enquête. Le résultat de ses recherches sera publié en 1994 dans le Journal of UFO Studies, une publication très respectée. Le terrain aux abords du site est rocailleux et très accidenté. La végétation est très dense. Les arbres et les pierres sont partout les mêmes. Une personne désorientée et mal en point qui cherche à localiser un site qu'elle a eu le temps d'oublier risque d'éprouver de sérieuses difficultés. En désaccord avec Rutkowski, les sceptiques ne sont pas convaincus que Michalak a vraiment eu un contact physique avec un objet extrêmement chaud. Ce n'est pas l'avis du fils de Michalak. La peur ne fait pas partie du vocabulaire d'un homme comme lui. Non pas qu'il soit intrépide, mais s'il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, avant d'en avoir peur, il va chercher à le comprendre. Les sceptiques se demandent pourquoi personne d'autre n'a vu cet objet. À ce moment-là, il y avait du monde dans la tour de guet des feux de forêt. J'ai parlé aux responsables. Selon eux, il était impossible que deux véhicules, aussi brillants que ceux qu'il a décrits, aient pu voler et circuler dans ce secteur à leur insu. Ma conclusion ? Tous les indices que j'ai recueillis m'ont incité à pencher pour un canular, et non pour une expérience authentique. Un canular sans finesse, un mauvais canular. Dans les années 80, Michalak devient invalide. Grand travailleur et dévoué à sa famille, cet immigrant qui avait fait partie de la résistance polonaise était-il capable d'un pareil canular ? Pour inventer une histoire aussi démesurée, il faut des aptitudes que mon père ne possédera jamais. C'est un homme simple. Il a été élevé à la dure et il a toujours filé droit. Ce n'était pas un escroc. À la clinique Mayo, où il a dû se faire soigner, personne n'a rien compris à son cas. Je n'y ai rien compris et les médecins non plus. Personne ne me mènera en bateau et ce gars-là ne m'a pas roulé. Il était correct. Stephen Michalak s'en tient à sa version des faits. Il est convaincu d'avoir vu de près un ovni. Roy Craig et le gouvernement américain, qui n'étaient pas du même avis, n'ont pas considéré pour autant que l'affaire ait été élucidée. Elle est entrée dans la catégorie des dossiers inexpliqués. À une certaine époque, le gouvernement des États-Unis s'est vivement intéressé aux ovnis. Aujourd'hui, il a renoncé à assumer la responsabilité de ce genre d'enquête. Et personne n'est en mesure de répondre aux questions que se posent les témoins de certains phénomènes mystérieux. Dans la nuit du 8 mars 1994, des choses étranges ont été observées dans le ciel de Holland, une petite ville du Michigan située au sud-est du lac Michigan. Très impressionnés, les témoins ont appelé la police. There were at least 4 lights, and they were all flashing like okay, they were the sequence. It was a kind of like a V. There was like probably 4 or 5 lights, and they were all flashing right in a row from the top all the way down to the bottom. Ces lumières ont plané au-dessus des abords de la ville, tout près de la maison où vivaient Holly et Daryl Graves. Leur fils Joey était assis au salon et regardait la télévision. J'ai vu une lumière du coin de l'œil et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un cercle lumineux. J'ai appelé mes parents. Ils dormaient et n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ma mère a appelé le 911 et a demandé qu'un policier vienne jeter un coup d'œil. 911. We were just wondering, have you heard anything about these lights that are flickering up here? It's different. I've never seen anything like it. Okay, we'll have somebody check it out. Et ça ressemblait à une sphère. Les lumières étaient vraiment bizarres. Leur intensité diminuait et elles changeaient de couleur. Ce n'étaient pas des lumières ordinaires, c'était plutôt bizarre. Nous l'avons observé pendant une demi-heure. Il se dirigeait lentement vers le sud. Nous étions bouleversés par cette histoire.
Dehors, tout était très calme. Nous étions là et nous regardions cet objet. À un moment donné, l'officier Velthaus est entré dans l'allée du garage. J'ai vu deux lumières brillantes. Elles bougeaient et c'était impressionnant. Elles accéléraient et ralentissaient. J'ai décidé de demander au poste central de communiquer avec un opérateur radar à Muskegon, Michigan. La nuit était claire. Il était près de 10 heures du soir. J'étais seul en service quand le poste central du comté d'Ottawa a appelé. Nous recevons assez souvent les appels des services de police qui se renseignent sur la météo. Hi, Muskegon. This is Ottawa County 911 calling. You getting anything weird down in the southern Ottawa County area? Beauchamp consulte les images qui apparaissent sur son écran radar. I'm seeing 3 of those. They're very strong. These are huge returns. I've never seen anything like this. Not even when I'm doing storms. This is really weird. These are bigger than planes. They're about over the center of Lake Michigan. 3 of them in a triangle. Ce qui est extraordinaire dans ce cas précis, c'est que le radar a capté l'image de ces objets au moment où des témoins les observaient. Quand il est question d'OVNI, ce genre de confirmation est extrêmement rare. Le mouvement des avions est visible. Ces objets, eux, étaient immobiles et quelques minutes plus tard, ils quittaient leur place pour en prendre aussitôt une autre. Je ne sais vraiment pas ce que c'était. Des lumières étranges qui se déplacent dans le ciel et dans la nuit à une vitesse surnaturelle. Des lumières visibles sur un écran radar. Tenons-nous la preuve de l'existence d'une technologie très supérieure à la nôtre? Un vaisseau spatial d'origine extraterrestre a-t-il fréquenté le ciel de la ville de Holland dans le Michigan? Ces phénomènes mystérieux restent inexpliqués. Un journaliste du Muskegon Chronicle décide alors de mener sa propre enquête. Il trouve, lui aussi, que cette histoire n'est pas banale. Nous avions déjà publié des articles sur des gens qui avaient été des témoins de phénomènes étranges, surtout à cette période de l'année. Mais nous n'avions jamais eu un tel doublé, une observation visuelle et une image radar. D'autres observateurs, fascinés eux aussi par la confirmation du radar, s'intéressent à cette affaire. Professeur de sciences naturelles et rédacteur en chef de la revue Journal of UFO, Michael Swords, un spécialiste des ovnis, rencontre l'opérateur de radar Jack Beauchamp. Nous sommes allés dans la salle des radars. Ce jeune homme connaissait son matériel. Il savait faire la différence entre la netteté de l'image d'un avion et le flou de la réverbération d'un nuage. Aucun doute, c'était un opérateur radar très compétent. Pour d'autres observateurs, il ne faut surtout pas oublier que Beauchamp n'était alors qu'un météorologue stagiaire, sont convaincus d'avoir vraiment vu quelque chose. Mais quoi? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas moi non plus ce que j'ai vu. C'était un ovni. J'étais bouleversé, c'est tout. Un supplément d'enquête est-il justifié par les rapports des témoins oculaires et leur confirmation par radar? Le gouvernement des États-Unis a répondu depuis longtemps. Il a dit non, et depuis lors, cet événement occupe une place de choix dans la hiérarchie des problèmes inexpliqués. Depuis les années 40, tous ceux qui refusent de céder devant l'inexplicable ont accusé le gouvernement des États-Unis de conspiration et de camouflage. Dans les années 90, ces accusations s'orientent surtout vers une base militaire ultra secrète. La base aérienne de Nellis est située à l'extérieur de Las Vegas, en plein désert. À 140 km au nord-ouest de cette installation militaire se trouve un secteur d'accès réservé, le secteur 4808E, plus communément appelé le secteur 51. Un assortiment de hangars et de pistes mystérieuses a été aménagé dans ce lieu de désolation extrême qui n'a même pas d'existence officielle. C'est ici que les États-Unis mettent à l'épreuve leurs machines volantes les plus perfectionnées, le bombardier B-2, le Blackbird et le U-2. Le nom de code de la tour de contrôle est Dreamland, le pays des rêves. Mais ce n'est pas un site touristique. Les militaires sont armés et ils sont autorisés à faire feu.
Secrète et mystérieuse, cette base retient l'attention de tous ceux qui, à travers le monde, s'intéressent aux ovnis et cherchent à entrer en communication avec des créatures extraterrestres. Venus des quatre coins du monde, les chasseurs d'ovnis empruntent l'autoroute extraterrestre qui fait le tour de la base pour se rendre à la rue Mailbox. Dans ce secteur, des observations d'ovnis ont été signalées par centaines. Le plus souvent, elles ont été expliquées par des phénomènes lumineux associés à une technologie militaire de pointe. Elles soulèvent parfois des questions plus délicates. L'écrivain Chuck Clark a donné une description d'un vaisseau étonnant qu'il aurait vu à plusieurs reprises. Il peut s'arrêter en vol, parcourir instantanément plusieurs centaines de milliers de kilomètres et s'arrêter de nouveau. Il peut faire un demi-tour instantané et je l'ai même vu prendre un virage à 120 degrés. Il apparaît et disparaît en vol. De telles performances ne sont pas à la portée d'un avion normal. D'après les inconditionnels des ovnis, le secteur 51 permet au gouvernement de faire subir des tests à un véhicule extraterrestre.